Eh bien, nous allons débuter cette nouvelle séance du séminaire Arts, Sciences, Technologies en partenariat avec l'IHEST et évidemment Sorbonne Développement Durable parfois ou Sorbonne Art Gallery ou d'autres entités qui s'associent à chaque fois pour justement essayer d'améliorer la présentation. Vous aurez remarqué que l'affiche cette fois-ci était très à propos, on utilise l'IA, donc c'est pour répondre à la question tout à l'heure de François Le Cellier. En effet, on a joué le jeu jusqu'au bout pour préparer cette conférence, donc qui s'intitule Intelligence artificielle, fonctionnement, limites et opportunités. François Le Cellier est auditeur de la promotion Hubert Reeves de l'IHEST. Il est maître de conférence en traitement du signal et des images à l'université de Poitiers, d'où la circulation des données qui même incarnées par la chemise qu'il porte. Ces thématiques de recherche s'orientent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des contextes spécifiques, que ce soit au niveau des images, imagerie médicale, aspect émotionnel, on en parlera aussi tout à l'heure, mais aussi des données en général, donc l'analyse de l'apprentissage. Il est également membre du comité de pilotage sciences de l'IHEST. Non, pas de l'IHEST, de l'université de Poitiers ouais, aussi. Oui. Ah non, je pensais parce que l'IHEST met aussi en place des comités de pilotage, donc très bien. Et eh bien, voilà, vous avez aussi participé à l'université de Coimbra, donc qui est au Portugal, avec qui nous faisons beaucoup de choses. Et donc voilà, on est très intéressé par votre analyse aujourd'hui, par la façon dont le fonctionnement va être explicité par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, parce que depuis près de 2 ans maintenant, on entend beaucoup de choses sur l'IA. On a même créé un observatoire de l'IA, on a réalisé des colloques sur l'IA, des journées d'études, des séminaires. Et je trouve assez intéressant de faire un point aujourd'hui, au point où nous en sommes arrivés. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de fantasmes aussi, beaucoup de réalités, puisque tout le monde utilise l'IA plus ou moins, même sans le savoir. Donc c'est assez intéressant de voir la façon dont les choses opèrent. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, François Le Cellier intervient. Merci François, à tout à l'heure. Merci Yann. Je vais peut-être prendre le micro comme ça, oui, ça va être aussi simple comme ça. Je vais prendre ce micro-là, comme ça je vais pouvoir me déplacer plus facilement. Donc oui, aujourd'hui on va parler d'IA et donc de l'intelligence artificielle. Et avant de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'IA, je vous rassure, je ne vais pas vous faire une conférence scientifique pure. Je ne vais pas vous montrer d'algorithmes détaillés. Je vais forcément en parler, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Je voudrais parler un petit peu de l'historique de l'intelligence artificielle avec, vous voyez là, j'ai mis une citation de Platon. Et pourquoi je mets une citation de Platon ? Parce que le fait de vouloir faire penser les machines comme les humains, ou imiter le raisonnement humain, ou donner l'impression qu'on est humain pour une machine, c'est très ancien. Ça date de l'Antiquité avec le mythe de Talos. Ça date aussi d'Aristote avec l'algorithme des means ends, donc les moyens et les fins. Et pour ceux d'entre vous qui ont lu l'éthique à Nicomachie d'Aristote, l'algorithme des means ends est présenté, la fin, les moyens. Tout ça, c'est présenté dans l'éthique à Nicomachie. Et l'algorithme est actuellement un des plus utilisés aussi pour l'intelligence artificielle. Donc l'IA, ça date il y a très longtemps. Alors on peut aussi parler des automates, donc par Hérode d'Alexandrie ou par les frères Banu Moussa. On peut parler aussi de ce qu'a fait et de ce qui a été présenté comme le golem et le mythe du golem de Prague. Tout ça, c'était des moyens de créer des entités qui fonctionnaient un petit peu comme l'intelligence humaine. Alors non, l'intelligence artificielle ne date pas de l'Antiquité.
À votre avis, là je vais commencer à poser une petite question. Alors, je vais essayer de faire des choses assez interactives. Donc à votre avis, si je vous parle d'intelligence artificielle, la terminologie IA date de quand? Est-ce que vous avez des idées du moment où c'est arrivé? Oui. 1940. Dans les années 60. On n'est pas loin, hein, puisque l'essor est arrivé depuis 1950, vraiment. Alors, si on revient sur le début des années 1900, on a commencé par les premiers robots, la cybernétique, la logique numérique, entre 1900 et 1948. Et en fait, 1950, c'est le moment où Alan Turing a présenté son test. Donc Alan Turing, vous l'avez peut-être vu dans The Imitation Game, le film, où on parlait de la machine Enigma et de décrypter Enigma. C'est Alan Turing qui a participé à ce décryptage-là. Et après la guerre, il a présenté le test de Turing qui avait comme objectif de se dire que on pouvait dire qu'un ordinateur était intelligent à partir du moment où il pouvait se faire passer pour un humain. Donc en gros, son test, il l'a très bien décrit. On passe une carte dans une fente. De l'autre côté, on ne sait pas si c'est un humain ou si ce n'est pas un humain. Et si jamais l'ordinateur qui est derrière ou la personne qui est derrière arrive à vous convaincre qu'elle est humaine, si c'est un ordinateur, on considère qu'il est intelligent. C'est quand même pas Alan Turing qui a présenté le terme intelligence artificielle, c'est McCarthy en 1956, et ce terme intelligence artificielle, il est arrivé dans un article de McCarthy en 1956. Or, si j'avance un petit peu, on va arriver sur les premiers robots de discussion, et le premier robot de discussion, c'est Elisa, en 1965, et je vais en reparler tout à l'heure, parce que Elisa était déjà peut-être commencé à donner des usages qu'on retrouve maintenant sur les IA génératives de type ChatGPT. Si je continue un peu à parler de tout ça, les réseaux de neurones, quelque chose qui est au cœur de l'intelligence artificielle, sont apparus dans les années 80-90, avec quand même une révolution à la fin des années 90. Alors beaucoup dans la salle sont trop jeunes pour s'en souvenir ou pour même l'avoir vécu, mais pour ceux qui étaient présents dans les années 90, ça a fait la une de tous les journaux. Un ordinateur a battu un champion d'échecs, c'était Deep Blue, en 1997, qui a battu le champion d'échecs Garry Kasparov. Or, si on continue à faire avancer tout ça, il y a eu aussi en 99 le petit robot Sonny Aibo. Sonny Aibo, c'était un petit chien qui se comportait un peu comme un chien, mais sauf que c'était vraiment un robot. Et ça paraissait une révolution à l'époque. On peut continuer avec les challenges de l'armée américaine. On peut parler aussi de Siri pour Apple. En 2010, avant même ChatGPT, Siri commençait déjà à donner des réponses. ChatGPT n'a pas tout inventé. Et je reviendrai aussi sur tout ce qui est cas de 2012 AlexNet, les Transformers, AlphaGo, etc., etc. Avec ensuite l'arrivée de tout ce qui était ChatGPT en 2022. Donc ChatGPT, c'est très récent. Et ensuite, DeepSeek. Et puis, qu'est-ce qui se passera après? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, l'image que je présente là est issue de Wikipédia. Vous pourrez la retrouver, zoomer dessus, voir toutes les dates. Quand on tape l'historique de l'IA sur Wikipédia, on trouve cette image-là. Mais moi, je voudrais revenir d'abord sur Elisa et 1964. Alors, Elisa, qu'est-ce que c'était? C'était un chatbot, comme ChatGPT, mais qui n'avait qu'une fonction, d'être un psychothérapeute. Donc Elisa, on pouvait aller lui poser des questions et il était censé vous aider à aller mieux. Alors on va juger ensemble, voir si Elisa nous permet d'aller mieux. Donc la première question, et la question que Elisa posait toujours, c'est « Est-ce que quelque chose vous trouble ?» Alors la personne répondait, là dans l'exemple, c'est « Les hommes sont tous les mêmes. » Mais pourquoi selon vous? Ils sont toujours en train de nous embêter à propos de quelque chose.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Oui, par exemple, mon petit ami m'a fait venir ici. Selon vous, pourquoi votre petit ami vous a fait venir ici? Parce que je suis toujours déprimée. Mais moi, je suis désolée d'entendre que vous êtes déprimée. C'est vrai, je ne suis pas heureuse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas heureuse? On voit que ce n'est pas ChatGPT, hein. C'est vraiment très très basique. Et je ne suis pas certain que la personne qui est allée voir Elisa, après avoir été voir Elisa, se sente beaucoup mieux. Parce que les réponses sont quand même très neutres. Ben, tout simplement parce que ça prenait des mots et ça les remettait dans un autre contexte. Mais c'était toujours un peu le même scénario au final. Mais quand l'armée américaine, parce que l'argent vient souvent de l'armée malheureusement, quand l'armée américaine a vu ça, a vu tout ce qui se faisait en intelligence artificielle, ils ont dit « banco, on va tout financer et ça va révolutionner le numérique et tout ce qu'on peut faire maintenant ». Alors ça va vraiment tout révolutionner, sauf que patatras, 1973, il y a un rapport qui sort, écrit par Lighthill, qui explique que tout ce qui se fait par intelligence artificielle peut se faire avec d'autres sciences. L'intelligence artificielle ne sert à résoudre que des problèmes dits, des problèmes joués. Donc en gros, c'est très bien de s'amuser avec ça, mais laissez les vrais scientifiques travailler. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence artificielle, ça ne sert à rien. L'armée américaine lit ça, arrêt complet de tous les financements liés à l'intelligence artificielle en 1974. Et il devient extrêmement complexe de travailler sur l'intelligence artificielle. Donc le mot intelligence artificielle en devient presque banni et on arrive à autre chose qui s'appelle les systèmes experts. Donc on ne parle plus d'intelligence artificielle, on parle de systèmes experts. Et les premiers systèmes experts, c'était un système qui part d'une base de faits. On a des animaux, on a un animal qui vole, etc., etc. Une base de règles. Si un animal vole, alors c'est un oiseau. Donc ça, c'est une base de règles. Et ce qu'on appelle un moteur d'inférence, alors l'inférence, c'est comment est-ce qu'on va passer d'une règle à l'autre, comment est-ce qu'on va passer d'un fait à l'autre, à une conclusion. Alors ça, les systèmes experts, ça fonctionne très très bien, et c'est vraiment l'ancêtre de tout ce qu'on met maintenant dans nos ordinateurs. Mais ce n'est pas extrêmement facile à mettre à jour, parce qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle règle, il faut relancer tout le moteur d'inférence. Il faut vérifier que les règles ne sont pas en contradiction les unes avec les autres. Donc c'est assez lourd à mettre en œuvre. Ensuite, dès 1987, on a les premiers réseaux de neurones qui sont dits les réseaux de neurones convolutionnels. Je vais revenir sur le fonctionnement des réseaux de neurones tout à l'heure, avec tout ce qui est réseau de neurones profonds, etc., etc. Et on retrouve malheureusement un deuxième hiver de l'intelligence artificielle qui arrive à la fin des années 80. Et ça vient d'un langage, le langage Lisp. Donc le langage Lisp, c'est un langage informatique qui date d'il y a très très longtemps, qui était totalement optimisé pour les systèmes experts. Le problème, c'est quand on avait des dizaines de milliers de règles, comme avec XCON en 1990, et qu'il était impossible de le mettre à jour, le Lisp marchait très bien, mais on ne pouvait pas le mettre à jour. Donc il fallait relancer des choses. Alors Lisp, je suis totalement incapable de vous dire ce que ça signifie. Les lettres, tout ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai appris quand j'étais à votre classe en tant qu'étudiant et qu'un de mes professeurs m'a parlé de Lisp. Lisp, il m'a dit que ça voulait dire List of Insipid and Stupid Parentheses. En gros, pour ceux qui font un petit peu de programmation informatique, en programmation informatique, il y a des choses, on va faire des indentations, on va mettre des accolades, on va mettre des crochets, on va mettre tout ça. En Lisp, rien de tout ça, on met des parenthèses partout. Et des parenthèses avant et après. Par exemple, pour faire 3 plus 4 en Lisp, on fait parenthèse ouvrante plus 3, 4, parenthèse fermante. Et ça nous donne le résultat 3 plus 4. Autant vous dire que pour apprendre un langage, c'est pas évident. Et surtout, en 1987, les premières machines qui n'utilisent pas le Lisp apparaissent, c'est les premiers PC sous MS-DOS. Et avec des PC sous MS-DOS, forcément, on n'a plus besoin du Lisp. Donc, tout s'arrête encore une fois. Et on en arrive à les années 90, 2000, avec le terme IA disparaît pratiquement totalement de la littérature. Si on cherche des documents
qui mentionne l'intelligence artificielle, ça devient très compliqué parce que dans les années 90, si on écrivait un papier avec intelligence artificielle, on avait pratiquement 2 fois moins de chances d'être publié. Si on rédigeait un projet avec intelligence artificielle, on avait 2 fois moins de chances d'être soutenu. Il fallait parler d'apprentissage machine, de système expert, de système à base de règles. Il fallait donner d'autres mots qui au final reviennent aux mêmes. Mais il ne fallait pas utiliser ce terme-là parce qu'on était dans l'hiver de l'intelligence artificielle. Et quand moi j'ai commencé à faire de l'informatique et à apprendre des choses, je faisais de l'apprentissage machine. Je faisais des systèmes à base de règles. Mais je ne faisais pas d'IA. Par contre, en 1997, quand Deep Blue a battu le champion Garry Kasparov aux échecs, c'est un PC qui était développé par IBM. Alors, petite anecdote, j'ai repris la configuration de Deep Blue et j'ai cherché par rapport au PC actuel où on en était. Donc en 1997, la puissance de Deep Blue, c'était un PC qu'on pouvait acheter dans le commerce en 2013. Donc c'était un PC très puissant pour l'époque. Il analysait 200 millions de positions d'échecs par seconde. Par contre, vous demandiez à Deep Blue quelle était la couleur des pions, il ne vous répondait pas noir ou blanc. Il vous répondait BW, black, white, mais c'était tout. Parce que Deep Blue ne faisait que des échecs. C'était un logiciel qui était personnalisé que pour ça. Et c'est un petit peu en fait ce qui se passe actuellement, c'est que les systèmes actuels, on leur pose des questions à ChatGPT sur les échecs, il va nous répondre. Et c'est un peu ça qui se fait dire qu'on arrive à une nouvelle phase de l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'est plus forcément sur des systèmes spécialisés sur quelque chose. Alors je veux quand même vous parler aussi, parce que je suis, comme Yann l'a dit, moi je fais du traitement et de l'analyse d'images. Donc forcément, moi, un des premiers outils que j'ai utilisé, c'est AlexNet. AlexNet, ça date de 2012. C'est un des articles les plus cités au monde. On a plus de 180 000 citations à l'heure actuelle d'AlexNet. AlexNet, c'est un réseau de neurones un peu performant, mais seulement pour la reconnaissance d'images. Donc là, la base d'images ici, c'est des images qui ont été reconnues par AlexNet. Et il reconnaissait des chats, des chiens, des personnes. Il disait, là c'est un animal avec tant de pourcentage de chance, etc. etc. J'aurais pris une photo de l'amphi, il aurait pu dire qu'il y avait tant de personnes assises dans l'amphi. Donc pour 2012, c'était quand même très performant. Alors maintenant, ça paraît très simple. Parce que là, je pense que je prends une photo de l'amphi, il me dit combien il y a de personnes, combien il y a d'ordinateurs, la marque des ordinateurs et éventuellement le nombre d'hommes et de femmes. Il y arriverait, l'ordinateur. Donc on arrivera à faire ce type de choses. J'ai même testé des choses une fois avec des outils qu'on développe actuellement. On peut prendre une photo de 5 ou 6 personnes. Il peut même estimer l'âge des personnes. Donc on va très très loin. Alors l'âge des personnes, ça marche pas très bien. Il y a même, je vous donnerai un lien à la fin. Il y a un site qui s'appelle AO Normal Amai. C'est un site internet qui active la caméra et qui permet de déterminer si vous êtes normal ou pas. C'est particulier à tester, mais c'est marrant parce qu'on peut lui faire plein de grimaces pour essayer de changer les scores. On voit en direct les scores qui changent, c'est assez amusant. Alors, quand je vous parle d'intelligence artificielle et d'IA générative, je vous ai montré la génération de texte avec Elisa en 1964. Mais la génération d'images, c'est aussi assez ancien. C'est pas Midjourney, c'est pas Dali. C'est plus ancien que ça. Il y avait un outil qui s'appelait les réseaux antagonistes génératifs. Et voici une des premières images générées par IA générative. Alors ça ne générait pas avec un prompt, il ne fallait pas écrire « je veux une jeune femme qui… » etc. etc. Il fallait lui donner des exemples d'images et lui demander de générer quelque chose à partir de ces exemples-là. Ça date de 2014. Ça marche plutôt pas mal. L'image est plutôt réussie. Par contre, ça marchait à peu près une fois sur 10, parce que ça ne convergeait pas forcément. Et ça ne mettait pas 10 secondes, ça mettait plutôt 8 jours. Donc c'était pas top. Et ça s'est amélioré. Alors, on pourrait dire 1997, victoire aux échecs. Pour jouer à un autre jeu de société, ça va aller très vite. Et pas si vite que ça, puisque si on passe
Après, en 2016, on a la victoire du logiciel au jeu de Go. Donc le jeu de Go, c'est simplement des petites pièces noires et blanches qu'on place sur une grille de 19 cases par 19 cases. Le logiciel n'a gagné qu'en 2016. On était sur plusieurs milliards de combinaisons. Et c'est là qu'on a commencé à développer ce qui permet maintenant de faire tourner tous ces algorithmes, le calcul parallèle. Donc on calculait de manière parallèle plusieurs choses. Donc c'est là qu'on a toutes les cartes graphiques qui sont utilisées maintenant, etc. etc. Or tout ça, c'est vraiment ce qui vous permettait de voir un petit peu, j'ai balayé rapidement l'historique de l'IA. Je ne vais pas jusqu'en 2022 avec ChatGPT, etc. Là, je vais en parler maintenant. Mais pour conclure cette phase sur l'historique, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est très ancien, les années 50. Par contre, le fait d'en parler, c'est très récent, les années 2020, voire 2022. Donc on se rend compte que quelque chose d'assez ancien, on en parle maintenant, et ça explose maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent donner des semblants et parfois même faire peur, on va en parler tout à l'heure, mais ces outils-là, en fait, ils ont tout un historique, ils ne sont pas apparus comme ça, d'un coup d'un seul, en 2022, quand ChatGPT s'est lancé. S'il n'y avait pas eu tout l'historique avec Turing, McCarthy, etc., on n'aurait rien actuellement. Alors, comment ça marche l'IA ? Le fonctionnement de l'IA, je rajoute quand même une petite chose, parce que on pourra peut-être en parler à la fin. J'ai trouvé cette citation d'Einstein, je la trouvais pas mal, puisque le véritable signe de l'intelligence selon Einstein, ce n'est pas la connaissance mais l'imagination. Et on pourra se poser la question peut-être dans la discussion, est-ce que l'IA imagine réellement ? Ce sera une discussion. On partira sur la philosophie. Je ne suis pas le mieux armé pour vous parler de philosophie, je suis désolée. Alors l'IA, qu'est-ce que c'est ? L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est des maths et des statistiques. Uniquement des statistiques. Un outil d'intelligence artificielle vous donne la réponse la plus probable. Exemple, aujourd'hui il fait beau, je suis persuadée que si je commence une phrase par aujourd'hui il fait beau, le ciel est, si je faisais un sondage dans la salle, pratiquement tout le monde m'aurait répondu bleu. Or certains auraient pu me dire, il est sans nuage, il est dégagé. Mais pratiquement tout le monde m'aurait répondu bleu. En fait, c'est un modèle mathématique. Un modèle qui décrit le monde à partir de données et qui donne un résultat. Si un animal a des oreilles pointues, des moustaches et qu'il miaule, alors c'est un chat. Alors j'aimerais tester ça, justement, ce modèle probabiliste. J'aimerais le tester avec vous. Et on va faire une petite expérience tous ensemble. Sans parler, sans me répondre, pensez à un chiffre entre 1 et 10. Sans me répondre. Voilà, vous pensez à ce chiffre. Maintenant que vous avez tous votre chiffre, c'était pas trop compliqué, je vous demande, alors on va faire un peu de maths, je vous demande de le multiplier par 9. La table de 9, normalement ça va, ça devrait aller. C'est là qu'on va voir si vous vous souvenez de vos mathématiques. Oui, on peut compter sur les doigts. Donc vous l'avez multiplié par 9, je vous demande de retirer à votre résultat 5. Alors oui, il y a peut-être une retenue, il faut réfléchir un peu. Attention, on essaie d'avoir un nombre qui nous donne... voilà. Donc on a un nombre de 2 chiffres, normalement. C'est pas possible d'avoir 3 chiffres, puisqu'on est entre 1 et 10. Je vous demande d'additionner ces 2 chiffres pour jusqu'à n'avoir un nombre que d'un seul chiffre. Donc un nouveau chiffre entre 1 et 9. C'est peut-être le même, peut-être pas. Donc ça vous donne un nouveau chiffre. Donc là, vous avez un chiffre tous différent dans votre tête. Ce chiffre, on va l'associer à une lettre de l'alphabet. Le A correspond au 1, le B au 2, le C au 3, le D au 4, le E au 5, etc., etc. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, jusqu'aux 9 lettres de l'alphabet. Donc vous avez tous une lettre dans votre tête. Donc normalement, vous avez tous une lettre dans la tête. Là, on va voir déjà ceux qui arrivent à compter et à avoir fait mon petit exercice. Cette lettre, vous cherchez un pays qui commence par cette lettre.
le nom d'un pays qui commence par cette lettre. Ça ne devrait pas vous prendre trop de temps, normalement. Alors, on ne trouve pas de pays, alors c'est peut-être pas la bonne lettre. Donc vous avez un pays, voilà. Vous prenez la dernière lettre du nom du pays. Donc il faut savoir comment ça s'écrit. Oui, je sais, je vous demande, on fait des maths, de la géographie, du français. On voit un peu tout aujourd'hui. Cette dernière lettre du pays, vous avez cette lettre-là, vous pensez à un fruit qui commence par cette lettre. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un maintenant veut me donner le nom du fruit auquel il pense? Oui? Le kiwi. Qui pense au kiwi? Ah, alors, d'accord. Ok. Alors, quelqu'un d'autre? Un autre fruit? Là, je pense qu'il y a eu des problèmes de compte. Je pense aussi, ouais. Normalement, je pense qu'il y a eu des problèmes de compte dans la tête des étudiants. Parce que normalement, alors, vous pouvez ne pas penser au kiwi, hein. Et le fruit, pas le fruit, le pays, on va en prendre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voudrait me dire à quel pays il pensait. C'est ce que je vois. Oui. Alors, j'avais demandé d'additionner les deux chiffres pour que ça fasse un chiffre entre 1 et 9. Donc M, c'est trop loin. Ben 13, 1 plus 3, ça fait 4. On arrivait au D. Voilà, c'est pour ça que j'avais demandé d'additionner les deux chiffres. Donc normalement, tout le monde devait arriver au D. Je vous explique le truc. Quand on fait une multiplication par 9, la somme des deux chiffres est toujours 9. Donc si je retire 5, la somme des deux chiffres est toujours 4. Et donc si ça fait 4, normalement, la plupart des gens pensent au Danemark. Et donc la dernière lettre de Danemark, c'est le cas, c'est kiwi. Donc c'est simplement pour vous montrer comment les probabilités, en fait les probabilités que vous ayez Danemark et kiwi sont très importantes. Alors, normalement, je l'ai testé il y a 15 jours à l'université. J'ai eu beaucoup de Danemark et de kiwi. J'ai quand même quelqu'un qui m'a parlé de Djibouti et qui me disait en I, j'arrive pas à trouver un fruit qui commence par I. Et j'étais d'accord avec lui, c'était un peu compliqué. Donc oui, il y a d'autres pays dont le nom commence par D, mais normalement, on était kiwi et Danemark. C'est simplement des maths. Et c'est un modèle mathématique probabiliste. Alors, est-ce que le modèle, il apprend? Alors non, le modèle, il apprend oui et non. Comme je l'ai dit, ce ne sont que des probabilités. Il connaît les données de départ, il donne un résultat. Donc ça, c'est des choses qu'il a apprises, effectivement, qu'on lui a données au départ. Il peut simuler le passage de la donnée au résultat, mais ce ne sont que des probabilités. C'est-à-dire que si l'ordinateur, on le nourrit avec, je reprends ma petite phrase sur le ciel, aujourd'hui il fait beau, si toutes les données qu'on a à l'ordinateur et qu'on dit aujourd'hui il fait beau, le ciel est, et au lieu de dire bleu dans nos textes qu'on donne en apprentissage à l'ordinateur, on répond le ciel est piano, ben quand on posera la question à l'ordinateur, il nous répondra aujourd'hui il fait beau, le ciel est piano. C'est ce qu'il a appris, donc simplement parce qu'il a appris ça. Et comme il y a énormément de données, puisqu'il prend des données partout, un peu partout sur Internet, on verra ça tout à l'heure, voilà ce que ça donne. Alors les modèles d'intelligence artificielle, il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'arbre de décision. L'arbre de décision, c'est une question au départ. Par exemple, comment dois-je m'habiller aujourd'hui? Et on va passer d'une branche à l'autre en fonction des réponses à des tests. Donc par exemple, est-ce que la température est supérieure à 15 degrés ou inférieure à 15 degrés? Est-ce qu'il y a de la pluie? Est-ce qu'il y a du soleil? Donc ça me donne une réponse à la fin. Donc bien entendu, j'espère que personne ne demande à ChatGPT comment je dois m'habiller aujourd'hui. Je pense que vous y arrivez tout seul encore. Peut-être que dans quelques années, les jeunes apprendront comme ça et poseront des questions comme ça. Je ne l'espère pas. Et ensuite, alors l'arbre de décision, c'est un modèle. Il y a un autre modèle qui s'appelle le réseau de neurones. Et pour le réseau de neurones, je me suis dit que le mieux, pour vous montrer un peu le fonctionnement d'un réseau de neurones, c'était que vous veniez jouer les neurones avec moi. J'aurais besoin de 9 personnes. Il me faut 9 personnes. Venez sur scène. Il me faut 9 personnes. Oui, 9
9 volontaires. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Je vous invite à faire placer devant moi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Alors, pour l'instant, je n'ai que 4. Il me faudrait d'autres personnes. J'ai besoin de 9 personnes. Non, c'est pas des maths. C'est pas des maths. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des maths. Alors, j'ai un magnifique sac. Et dans ce sac, vous voyez, j'ai des paires de gants dépareillés. De 2 couleurs différentes. Donc ce sac, moi je ne le prends plus, quelqu'un va le prendre. Voilà. Et chacun d'entre vous va prendre une paire de gants dans ce sac. Et à la fin, il va en rester une. Vous ne me la montrez pas, vous la posez sur le côté. Vous posez le sac sur le côté. Et pour l'instant, vous prenez juste une paire de gants. Vous allez tous devenir des petits neurones. Et donc ces neurones vont essayer de transmettre une information d'un point A à un point B en fonction de probabilité. Alors normalement, il reste des gens qui n'ont pas de gants par là. Voilà. Quelqu'un prend un gant. Normalement, est-ce que tout le monde a un gant? Normalement, il en reste une paire à la fin. Si je ne me suis pas trompé, il reste une paire au fond du sac. Je pose le sac bien en évidence ici. Et je vous demande d'ouvrir vos paires de gants et donc de montrer qu'ils sont bien de 2 couleurs différentes. Voilà. Donc vous avez des gants de 2 couleurs différentes. Je vous demande donc de les enfiler, de mettre ces gants. Voilà. Donc tout le monde va pouvoir mettre les gants. Alors je suis désolée, je n'ai pas trouvé de gants très grands, donc ça va peut-être être un petit peu serré. Ah mais c'est une surprise, voilà, je ne l'avais dit à personne que j'allais faire ça. Et donc là, normalement, vous avez tous des mains de 2 couleurs différentes, mais on remarque qu'il y a des couleurs qui vont ensemble. Par exemple, il y a des gants gris et des gants roses, etc., etc. Et donc je vais vous demander de faire une chaîne, partant de ce point-là, allant jusque là-bas, en tenant la main de quelqu'un qui a la gant de la même couleur que vous. Alors vous serez peut-être dans l'autre sens, vous serez peut-être dans l'autre sens, mais il faut faire une chaîne qui aille jusqu'au bout, d'un point A à un point B. Voilà, il faut réussir à se trouver avec qui on va être. Alors voilà, on va essayer de... Alors il faut faire une chaîne, pas un rond. Là vous êtes en cercle, il faut casser le cercle. Il y a quelqu'un qui n'aura peut-être personne. C'est possible après. Est-ce qu'on a une chaîne complète? Voilà, si on se déplace, si on va jusqu'au bout. Voilà. Donc on a un réseau de neurones qui s'est créé de manière totalement aléatoire. Avec chaque neurone, c'est une couleur. Donc on a toutes nos couleurs. Et donc on a un point de départ, un point d'arrivée. Et ça, c'est la prédiction des gants qui restent. Vous avez pris les gants que vous vouliez. Donc je suppose qu'il y a un gant gris et un gant jaune. C'est bon? Merci à tous. Je vous laisse redéposer les gants ici. Donc en fait, vous avez créé un réseau de neurones. Au départ, c'était aléatoire. Et vous êtes organisé au fur et à mesure pour créer ce réseau de neurones. Alors, non, on va pas. Les vrais réseaux de neurones, ce ne sont pas des gants, ce sont des probabilités. Et je vais revenir dessus tout de suite. Donc mes neurones, ils ont tout simplement des valeurs, des poids, pour dire s'ils sont plus ou moins importants. Donc si je reprends l'exemple du chat, la forme des oreilles, est-ce qu'il y a des moustaches ou pas, éventuellement la pupille fendue, etc., etc. Donc ce sont des valeurs qui ont des poids plus ou moins importants, que l'on ajoute, tous ces poids on les ajoute les uns aux autres, et ensuite, on dit si le neurone il est actif ou il est inactif avec ce qu'on appelle une fonction d'activation. Donc au départ, on fait exactement comme on a fait avec les gants.
on fait quelque chose d'un peu aléatoire. Vous prenez des gants de manière aléatoire, donc vous prenez des poids de manière aléatoire. On réalise une prédiction, mais ça ne fonctionne pas parce que c'était aléatoire. Puis au fur et à mesure, on raffine la prédiction par ce qu'on appelle une descente de gradient. Donc on va essayer un petit peu comme si on prenait un gros tas de sable et qu'on prend une petite bille et qu'on la fait rouler. Elle va rouler jusqu'au bas du tas de sable, mais s'il y a une bosse, peut-être qu'elle va s'arrêter dans le creux. Ce ne sera peut-être pas le minimum global, le point le plus bas du tas de sable, mais ça existera. Et cette descente de gradient nous permet de donner une réponse. Alors, encore une fois, le petit exemple avec les gants, vous aviez un neurone à chaque fois. En général, c'est pas un seul à chaque fois, c'est plutôt comme ça, sauf que nous, on n'a que 2 mains, donc je ne pouvais pas vous faire un réseau de neurones comme ça aurait été compliqué. Mais en gros, on a des entrées, on a quelque chose un peu boîte noire au centre, et en sortie, on a une prédiction de nous dire, en sortie, par exemple ici, c'est un chien. Donc les entrées peuvent être la taille, le poids, la forme des oreilles, la forme des yeux, est-ce qu'il aboie, est-ce qu'il miaule, etc., etc. Tout ça nous donne des réponses et nous donne une sortie au final en expliquant tout ça. Alors tout ça, c'est vraiment de l'aléa, c'est vraiment les couches cachées. Je ne peux pas vraiment vous dire à quoi correspond chacun des neurones parce que c'est justement un des problèmes de l'IA, c'est qu'en général, ce n'est pas explicable. Ça nous donne une réponse, le réseau de neurones, mais on ne sait pas pourquoi. Ça me dit, voilà ce qui fonctionne, mais pourquoi, je ne sais pas. Alors, si je reviens là-dessus, toujours par rapport à ça, il y a aussi ce qu'on appelle un autre mécanisme qui est le mécanisme de l'attention. Alors l'attention, c'est un mécanisme qui permet de dire qu'un mot est important pour un autre mot dans une phrase. Alors je vais prendre une phrase au hasard. Le petit chien gris court dans le champ vert. Voilà. J'ai pris une phrase totalement au hasard. Petit n'a aucune importance pour le mot champ. On s'en fiche que le chien soit petit par rapport au champ. Le n'a aucune importance, parce que c'est le chien, donc ça n'a aucune importance. Donc, par contre, petit a une importance par rapport à chien. Vert a une importance par rapport à champ. Donc ça, c'est des choses qu'on va calculer informatiquement pour déterminer quels sont les mots qui ont le plus d'importance les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'attention. Ensuite, il va falloir prendre les mots, mais les mots pour l'ordinateur, ça ne veut rien dire. L'ordinateur, il adore les nombres. Donc c'est ce qu'on appelle un encodeur. L'encodeur, c'est un système qui transforme une phrase en un vecteur de nombres. Alors, il va vous transformer la phrase que je vous ai dite en un vecteur de nombres. Donc par exemple, 3,12, 7,5, etc., etc. Ce vecteur de nombres, c'est ensuite ça que l'ordinateur va traiter dans son réseau de neurones avec ses probabilités. C'est le principe d'un encodeur qui est extrêmement utilisé, qui est encore extrêmement utilisé à l'heure actuelle, qui s'appelle BERT, qui est Bidirectional Encoder Representation for Transformer. Ça marche en anglais, forcément, parce que l'importance de chaque mot, elle dépend de la langue. Donc c'est pour ça que ChatGPT, au départ, il fonctionnait très bien en anglais et moins bien dans les autres langues. D'ailleurs, ça pose problème, parce que les langues très peu utilisées, le finnois, en Finlande, il n'y a pas beaucoup de données en finlandais. Donc forcément, il est moins performant, ChatGPT, en finlandais qu'en français ou en anglais. Alors, BERT, ça marche en anglais. Et nous, en bon français, on a dit on va prendre BERT, mais on va le faire travailler dessus. On va lui donner un autre nom. Alors ça finit par BERT, mais ça commence autrement. En fait, on a dit qu'on était des bons français, donc on l'a appelé Camembert. Voilà. Donc nous, notre système de transformer, d'encodeur, ne s'appelle pas BERT, mais il s'appelle Camembert, parce que nous sommes des Français. Ah, on a des chiffres. L'ordinateur en sortie, il a des chiffres. Mais après, il faut quand même qu'il ait un décodeur pour savoir que 7,2, ça correspond à chien. Ça, c'est ce qu'on appelle le décodeur, et c'est principalement ChatGPT. ChatGPT, il a des chiffres en sortie, et il écrit des mots qui correspondent à ces chiffres-là. Initialement, c'est utilisé pour la traduction, c'est pour ça que les premiers systèmes de traduction traduisaient vraiment du mot à mot, parce que 7,2 c'est chien, donc chien c'est dog, c'est etc., etc. Donc ChatGPT, c'est ça. Donc c'est mon petit réseau de neurones, donc mon petit exemple avec les gants.
Sauf qu'il n'y avait pas 9 personnes, il n'y avait pas 9 neurones, il y en a plusieurs milliards. BERT, en 2018, qui est un encodeur, c'est 340 millions de paramètres. Ensuite, les différents modèles de type ChatGPT, donc le 3, le 4 et le 3,5. Le 3, c'est 175 milliards. Le 4, c'est 1760 milliards de paramètres. GPT 3.5, qui est un peu plus rapide, ce n'est que 20 milliards de paramètres. Mistral, franchement, ils sont ridicules en nombre de paramètres. Ils n'ont que 7 milliards de paramètres. Donc voilà les nombres de paramètres de tous ces outils-là. Et ça, en fait, ça apprend par rapport à énormément de données. Et donc pour réapprendre, en fait, ChatGPT, Mistral, Claude, tous ces outils d'intelligence artificielle, ils ont pris tout ce qui était disponible sur Internet, ils l'ont analysé pendant très longtemps pour pouvoir apprendre. Donc pour dialoguer, il faut garder la conversation en mémoire. Alors par exemple, il y a un algorithme dont je veux vous parler qui s'appelle l'algorithme de coréférence résolution. C'est la résolution des pronoms. Je dis à ChatGPT, le petit chien gris court dans le champ vert. Et je lui demande après quelle est la couleur, quelle est sa couleur. Pour trouver le ça, il est obligé de savoir si le ça correspond à chien ou à champ. Donc c'est ce qu'on appelle la coréférence résolution. Donc résoudre les pronoms. Parce qu'on n'est pas obligé de répéter chien à chaque fois quand on fait une requête dans ces outils-là. Cette fenêtre de dialogue, elle est plus ou moins longue. Alors les outils maintenant commencent à le proposer, à dire souhaitez-vous que je garde en mémoire tout ce que vous me dites? J'aurais tendance à vous dire non. Ne lui demandez pas de tout garder en mémoire parce que ça veut dire qu'il va apprendre sur vos données que vous êtes en train de lui donner. Donc évitez. Mais par contre, après, on va augmenter le modèle et l'améliorer parce qu'il faut toujours réapprendre. Mais maintenant, étant donné que la puissance des machines est suffisante, ces outils-là, ils vont aussi faire de la recherche sur Internet. Maintenant, on peut demander à ChatGPT, trouve-moi sur Internet tous les articles scientifiques qui parlent de ça ou ça. Et ça marche plutôt pas mal. Faites attention quand même, il a tendance à inventer des trucs. On le verra tout à l'heure. En résumé, qu'est-ce que c'est un LLM ? C'est une entrée utilisateur. S'il n'y a pas d'entrée utilisateur, l'IA ne fait rien, elle ne va pas vous répondre toute seule. C'est une entrée utilisateur, c'est le prompt. Selon comment vous écrivez votre prompt, c'est ça qui sera plus ou moins, c'est ça qui donnera la précision à votre réponse. Donc comment il fait après ? Il comprend, donc il encode, il transforme tout ça en chiffres. Il gère le contexte, il regarde ce qu'il avait en mémoire, la fenêtre de dialogue éventuellement. Il va chercher des choses à l'extérieur, c'est le RAG. Il fusionne tout ça, il mélange tout ça dans le système de réseau de neurones. Il génère avec le décodeur et avec un petit mécanisme d'attention. Il y a quand même un filtrage qui est fait. Les premiers modèles de ChatGPT, le filtrage, il était manuel. C'était des gens, en général, extrêmement sous-payés en Afrique, qui posaient des questions à ChatGPT à longueur de temps et qui disaient « ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux ». Ça a duré pendant quelques mois pour faire ça, donc plus maintenant, c'est plus le cas, mais ça s'est fait quand même. Et à la fin, on a notre sortie utilisateur qui nous donne la réponse à la question que l'on voulait poser. Par exemple, aujourd'hui il fait beau, le ciel est bleu. C'est quand même extraordinaire de pouvoir demander quelle est la couleur du ciel à ChatGPT. Alors tout ça, c'était un peu de théorie. Maintenant, je voudrais parler des limites, et puis je parlerai des opportunités après. Alors les limites, une des premières limites que je vois, c'est les limites au niveau de l'éthique de tout ça. Il y a plein de problèmes d'éthique dans l'IA générative. Il y en a qui sont très faciles à régler, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à régler. Par exemple, je l'ai dit, si j'apprends à mon système d'IA, aujourd'hui il fait beau, le ciel est piano, au lieu de bleu, l'IA va me répondre piano tout le temps. Donc qu'est-ce qui se passe si j'apprends à l'IA que à l'université, dans les filières scientifiques, il y a très peu de filles. Et demain, l'ordinateur, je vais lui demander de recruter mes étudiants dans ma filière scientifique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir des dossiers
il va traiter les dossiers, les filles auront peut-être 3, 4, 5 fois moins de chances d'être prises, puisqu'il y a très peu de filles actuellement. Donc ça va reproduire les biais qui existent actuellement. Or là, je parle ça mais pour l'accès à l'emploi, c'est la même chose. Si j'apprends à mon système d'IA quelle est la pyramide des âges dans mon entreprise, il va recréer la pyramide des âges dans son recrutement. Parce que si je ne fais pas attention, il reproduit ce qu'il a appris. Je le rappelle, ce sont des statistiques. J'ai 80% de chance d'avoir un homme dans une filière scientifique. Je suis un homme, j'ai 80% de chance d'entrer dans la filière scientifique. L'explicabilité, je l'ai dit, l'IA c'est une boîte noire. Comment on est arrivé à la décision, qui est responsable de cette décision. La responsabilité est quand même importante. On va parler aussi de la vie privée. Il y a beaucoup de données qui sont prises, y compris des données privées. Donc si vous dites à l'IA, demain j'ai envie d'organiser une fête, machin truc, et que vous ne lui dites pas qu'il peut oublier ce que vous lui avez dit, l'IA apprendra que vous avez organisé une fête tel jour à telle heure. Or, vous pouvez dire, on s'en fiche, c'est pas grave qu'il le sache. Mais ces questions de vie privée, de droit à l'image aussi, peuvent être problématiques. On va aussi avoir donc quand je parle de la responsabilité, ma voiture, elle a une IA, et c'est elle qui conduit toute seule. Et j'ai eu un accident, qui est responsable? C'est moi. C'est l'IA de la voiture, mais l'IA de la voiture, c'est le constructeur de la voiture, c'est celui qui a développé l'IA, c'est le garagiste qui a fait la révision de ma voiture et qui n'a pas mis à jour l'IA de ma voiture. Donc qui est responsable de tout ça? La semaine dernière, j'ai fait une conférence à la médiathèque de Poitiers avec des comédiens de doublage. Une des comédiennes qui fait des voix pour des jeux vidéo a reçu une proposition de contrat d'une grosse boîte. C'est un jeu qui est très connu. Je ne vais pas vous le citer parce que je ne m'en souviens plus exactement, mais c'était du style League of Legends ou Apex. C'est pas un petit jeu. Et on lui a proposé de faire les voix dans le nouveau jeu. Donc elle se dit ouais super, j'ai du boulot. Et dans le contrat, c'était écrit si vous le faites, vous acceptez de donner votre voix à notre nouveau système d'IA pour qu'il apprenne à partir de votre voix. Donc en gros, oui, là tu as du boulot. Par contre, la prochaine version du jeu, on n'aura plus besoin de toi, on a une IA qui a ta voix. Ça pose des problèmes de vie privée, de perspective pour le marché de l'emploi. Ça pose des problèmes aussi sur la désinformation. L'IA peut générer des contenus qui paraissent vrais. Je vais générer une image de deux personnes qui se serrent la main alors qu'ils ne se sont jamais vus. Ça pose bien entendu des problèmes d'éthique, d'intégrité scientifique. L'IA a toujours une réponse. L'IA ne vous dira pas « je ne sais pas ». L'IA, elle donne la chose la plus probable. Donc, elle vous donne toujours une réponse. Et donc, à la fin, si vous voulez, j'ai un superbe article scientifique dont je vous note le titre ici, qui est « Observation et caractérisation préliminaire d'ovules exogènes félins vers une redéfinition des mécanismes reproductifs du genre Felis domesticus ». C'est beau comme titre, franchement, le titre est magnifique. Comment est-ce qu'il a généré ça? Je lui ai donné ces images-là, en entrée. Oui, ces deux petits chats, ils sont mignons. Je lui ai donné ces images-là et je lui ai dit, à partir de ces images, écris-moi un article scientifique qui permettrait d'expliquer pourquoi des chatons sont à côté d'œufs. Et l'introduction est extraordinaire. Depuis plus d'1 siècle, la reproduction des mammifères est considérée comme exclusivement vivipare, reposant sur la gestation interne et l'absence d'oviposition. Cependant, nos récentes observations de terrain, menées entre avril et juin 2025, dans un élevage expérimental de Felis domesticus, remettraient en question ce paradigme fondamental. En effet, plusieurs structures ovoïdes, d'environ 2,5 cm de diamètre, ont été découvertes dans les zones de nidification artificielle, présentant une enveloppe chitinoprotéique inhabituelle et une signature génétique partiellement féline. Je vous laisserai venir consulter l'article rédigé par monsieur C. Hatton, donc chaton, F. Elin, félin, M. I. Atou, matou et A. Animal. Là, c'est moi qui ai inventé les noms.
ce n'est pas l'IA, mais il m'a même inventé des citations et de magnifiques schémas présentant le chat en train de faire ses analyses au microscope. Mais bien entendu, personne ne va croire ça. Mais imaginez que maintenant je veuille publier un article scientifique avec des hypothèses qui ne sont pas du tout fondées. L'IA peut le faire. Alors là, on a balayé tous les problèmes éthiques. Alors on se dit, oui, ok, d'accord, bon. Ben, ça, il suffit de réfléchir un petit peu, on va réussir à régler ça. Il y a d'autres problèmes. Et tout ça, ça consomme de l'énergie. Le stockage des données nécessaires à l'entraînement de l'intelligence artificielle, donc le stockage de toutes les données dans tous les data centers, est estimé à 1 à 1,5% de la consommation électrique mondiale. On estime que cette consommation va augmenter de 60% en 2040. Certains centres de data centers consomment autant que des grandes villes. Alors, j'ai bien aimé donc les petites images que j'ai prises, je les ai prises sur Internet. J'ai bien aimé quand même l'IA va nous permettre de moins réfléchir tout en polluant plus, ça va être top. Le taux de CO2 émis par l'intelligence artificielle est pratiquement impossible à mesurer parce que ce n'est pas publié. OpenAI, Mistral ne publient pas leurs statistiques. C'est quand même pas top de montrer que l'estimation de l'université du Massachusetts dit que c'est 284 tonnes de CO2 pour un apprentissage simple. GPT-3, c'est 626 tonnes. Depuis GPT-4 et tous les autres, il n'y a aucune donnée de publier sur la consommation de ces serveurs-là. Alors on dit, ok, bon, alors c'est de la consommation électrique, on va prendre de l'énergie verte, on va faire attention. Le problème, c'est que ces données-là, ça chauffe, donc il faut les refroidir. On les refroidit avec quoi ? Pourquoi pas prendre de l'eau pour les refroidir ? Il a été estimé que si 10% des travailleurs américains envoyaient un courriel par semaine pendant 1 an et que ce courriel était stocké dans les centres de données pour l'intelligence artificielle, ça représenterait 435 millions de litres d'eau et 121 mégawatts d'électricité au bout d'1 an. L'entraînement de GPT-3, c'est 700 000 litres d'eau. Les besoins pour l'IA en 2027, je l'ai noté comme ça parce que je trouvais que c'était plus parlant en mettant tous les zéros. C'est 4200 milliards de litres d'eau. C'est 4 fois la consommation d'eau du Danemark. Donc en 1 an, pour l'IA, on consommera autant d'eau que 4 fois le Danemark. Donc ça prend de plus en plus d'étapes, de plus en plus d'itérations. Les centres de données, on a besoin de terres rares, on a besoin de plein de choses. Il y a besoin de toujours plus de stockage pour tout ça. Je vous rassure, ChatGPT peut estimer la consommation de notre petite discussion pour générer cet article. Il fait 3 pages. Selon ChatGPT, j'ai consommé environ 1 minute 30 d'électricité d'une ampoule LED à 10 watts. C'est pas beaucoup. Ça représente une gorgée d'eau, ce que ça a utilisé. Puis en émission de CO2, c'est 1 seconde de respiration humaine. Selon ChatGPT. Je n'ai pas de données objectives pour dire ce qu'il en est. Alors l'IA, oui, elle peut générer des magnifiques données et nous parler des œufs des chats. Elle peut aussi halluciner totalement. Il y a eu, c'était il y a quelques mois, un arrêté de justice aux États-Unis qui disait qu'un avocat américain avait été repris par le juge parce qu'il avait demandé en fait à l'IA de citer des articles de loi, sauf qu'aucun d'entre eux n'existait. C'est dommage quand même. Selon la procédure la procédure n'existe pas, maître, donc c'est problématique. Un article rédigé avec l'aide de Google a parlé de l'infarctus du ganglion basilaire qui n'existe absolument pas. Je ne suis pas médecin, mais le ganglion basilaire, ne le cherchez pas, il n'existe pas.
L'IA a écrit que le télescope spatial James Webb avait été le premier à prendre les images d'une exoplanète. Mais ma petite préférée, c'est quand même, y a beaucoup de gens qui se rendent dans les banques alimentaires parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en ce moment et les gens ont du mal à manger. Donc comme il y a beaucoup de gens, c'est un lieu très intéressant. Donc c'est un lieu touristique, vous deviez aller le voir 7 sur 5 sur TripAdvisor. Voilà la réponse de l'IA quand on lui demande quel est le rôle de ce lieu-là. C'est un lieu touristique, il y a beaucoup de gens qui y vont. Voilà. Alors dans le contexte juridique, l'IA se trompe plus de 50% du temps. Il y a même un site internet qui recense les hallucinations du domaine juridique. Et j'ai bien aimé aussi un article qui est sorti, donc je vous ai mis la référence ici, qui s'appelle Siren Songs in the AI Ocean, a survey on hallucination in large language models. Donc c'est en fait une petite étude globale qui vous donne l'ensemble des hallucinations dans les LLM. Il y a des perles. Vous pouvez aller voir l'article, il y a quelques perles assez intéressantes. Alors maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance et que je vous ai parlé de tous les points noirs de l'IA, l'IA c'est génial, on va parler des opportunités. Alors des opportunités pour l'IA, il y en a plein. Hein. Il y en a en recherche et développement déjà. L'IA commence à aider l'industrie pharmaceutique et biotechnologique à développer de nouvelles protéines et de nouvelles molécules pour aider aux soins. C'est bien. Permet de faire de l'aide au diagnostic en médecine. Ça, c'est vraiment important puisque l'aide au diagnostic en médecine, c'est un des sujets sur lesquels je travaille moi actuellement. Donc, je demande à un système d'IA de prendre des images d'IRM cérébrale et d'indiquer au médecin où il y a des suspicions de tumeurs cérébrales. Donc, c'est pratique. Ça permet de faire gagner énormément de temps au médecin. Le médecin, si on lui demande de regarder 500 images d'IRM, il va passer presque 500 jours. Avec mon système, il va se focaliser sur les points les plus intéressants. Donc ça, c'est aussi une opportunité. L'IA commence aussi à concevoir de nouveaux alliages pour les batteries. On parle de véhicules électriques, les batteries consomment des terres rares. L'IA réfléchit à de nouveaux alliages qui permettraient de diminuer la consommation de terres rares de ces batteries. Même chose, des supports allégés, des nouveaux designs pour l'aérospatial. Envoyer une fusée dans l'espace, ça consomme de l'énergie, ça consomme des matériaux. Est-ce qu'on pourrait utiliser des choses plus légères qui auraient donc besoin de moins de carburant et donc besoin de moins polluer? Il y a des choses qui sont un peu pénibles aussi, c'est quand tous les clients nous contactent pour nous dire la même chose, est-ce que le système automatisé ne pourrait pas être automatisé par IA pour répondre aux besoins des clients et juste renvoyer à un interlocuteur humain qui du coup aurait plus de temps pour répondre à des questions importantes? Ça peut faire gagner du temps. En programmation, c'est top, ça permet de faire de la suggestion de code. On commence à écrire quelque chose, on se dit comment est-ce que je faisais pour trier un tableau déjà? Hop, on commence à écrire le code et hop, l'IA nous complète ça, ça fait gagner énormément de temps aux entreprises. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Pour des cours ou des présentations, on donne un article scientifique très bien sourcé, on lui demande de générer un support de cours ou des questions en fonction d'un PDF. Vous voulez réviser vos cours avec votre professeur, il vous a donné plein de PDF. Vous voulez réviser vos cours, vous donnez les cours à ChatGPT et vous lui dites « Pose-moi 6 questions sur le cours ». Vous répondez et vous voyez ce que ChatGPT vous dit, est-ce que vous avez bon ou faux. Ça peut être top pour vous aider à réviser. En termes de production, on peut générer des exemples complémentaires pour des systèmes. Par exemple, quand on veut entraîner des gens, on peut générer des systèmes complémentaires. Les prédictions météo, maintenant, c'est fait avec de l'IA. C'est GraphCast. Il y a certaines tâches administratives qui sont quand même très répétitives. On peut les optimiser par IA. Au niveau de la chaîne logistique, au niveau du prototypage de produits. J'ai parlé du fait que l'IA consommait beaucoup de ressources. Si je continue, dans l'environnement, l'IA peut permettre de surveiller les émissions de méthane par les usines. C'est Méthane GPT. Il y a un exemple juste à côté qui estime à partir d'images de photos aériennes la production de méthane et les émissions de méthane par les usines. On peut faire la même chose pour détecter des feux de forêt, pour évaluer les stocks de carbone, pour surveiller la biodiversité. Ça peut être pas mal d'avoir
un algorithme d'IA qui va analyser les traces laissées par les animaux en forêt pour savoir s'il y a des animaux qui sont toujours présents dans cette forêt et des animaux, parfois on a l'impression que des animaux qui n'étaient plus là, en fait sont revenus. Donc ça se fait avec l'IA et ça permet de faire beaucoup de choses. De l'agriculture de précision. On veut traiter un champ. Est-ce qu'on traite tout le champ ou est-ce qu'on demande à l'IA de nous dire où il y a le plus de probabilité qu'il y ait des ravageurs? Si ça permet de mettre 10 fois moins de pesticides, c'est peut-être pas plus mal. Si on va plus loin, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de la collaboration entre l'homme et l'IA? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un agent scientifique qui va nous permettre, à partir d'hypothèses, même de générer des hypothèses, mais aussi de planifier nos expérimentations, d'analyser les résultats automatiquement et de nous aider à rédiger ensuite les articles scientifiques pour diminuer le temps entre les hypothèses et la publication. Tout ça peut être fait par l'IA et effectivement, quand l'IA est bien générée, il y a un SciSci-GPT qui a été publié il n'y a pas longtemps. En fait, en interagissant avec des agents qui sont entraînés pour ça, c'est pas avec ChatGPT, c'est avec des outils d'IA entraînés pour ça, on peut interagir directement et donc demander à l'IA de nous proposer, de nous redonner des réponses et donc d'aller plus loin. Et on peut encore imaginer aller plus loin, et c'est ce qui s'appelle maintenant les derniers systèmes d'IA, qui est l'IA neurosymbolique, donc qui combine raisonnement logique et réseau de neurones pour pouvoir apprendre à partir des données et surtout expliquer et faire de l'explicabilité sur l'ensemble de tout ce qu'il dit. Actuellement, l'IA n'est pas explicable. Je ne sais pas pourquoi il va me répondre que le ciel est bleu. Alors, si, parce qu'il l'a appris, mais je ne sais pas pourquoi il va m'avoir écrit ce magnifique article. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai posé une question, je ne sais pas pourquoi il me donne cette réponse-là. Je ne sais pas pourquoi il considère que les exemples qu'il va me poser quand je vais lui demander de me générer 5 questions à partir d'un PDF sont ces exemples-là qu'il va prendre. Ça, je ne sais pas. Et ça pourrait être quand même quelque chose de vraiment important. Alors, avant de conclure, j'ai analysé un rapport d'une structure qui n'est pas très loin d'ici, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui a sorti il y a quelques mois un rapport sur IA et enseignement supérieur, formation, structuration et appropriation par la société. Je ne vais pas vous passer tous les slides, je vais les résumer, mais il y a 2-3 endroits où je trouve que c'est important et ça pourra ouvrir sur la discussion. Tout d'abord, il y a des disparités. L'IA est adoptée de manière inégale dans les établissements. Certaines universités commencent à mettre des modèles d'IA à disposition des étudiants. J'en ai vu. D'autres ne le font pas. D'autres commencent à avoir un règlement d'IA. D'autres ne le font pas. Donc pour l'instant, c'est très inégal. C'est très inégal parce qu'il y a tous les risques dont j'ai parlé, et il y a aussi le risque que l'IA se substitue à la cognition. Ce serait dommage quand même que les étudiants ils arrêtent de réfléchir et qu'ils demandent à l'IA dès qu'ils ont une question. Donc le cadre légal dont j'ai parlé. Il y a aussi forcément les questions de formation. Alors, vous êtes dans un endroit où vous avez besoin de faire fonctionner votre imagination. Moi, j'enseigne à des étudiants de première année d'IUT qui ont besoin d'écrire du code informatique. Autant vous dire que le premier réflexe de tous mes étudiants, c'est de prendre mon sujet, de le mettre dans le ChatGPT et de lui demander « écris-moi le code ». Premier réflexe de tous mes étudiants. Ce qui est bien, c'est que comme moi, j'ai le même réflexe, j'ai demandé à ChatGPT avant de faire le boulot, et donc je montre à mes étudiants que ça ne marche pas. Petite anecdote, je montre à mes étudiants que ça ne marche pas en cours, en TD, en TP. Donc 3 fois. Certains étudiants l'ont vu 3 fois. Je vois les écrans de mes étudiants en TP, on a un logiciel de surveillance quand même pour vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi. Et contrôle de TP l'année dernière, à la fin du cours, donc après que j'ai montré 3 fois que ça ne marchait pas, etc. Un étudiant a passé 45 minutes à écrire des prompts sur ChatGPT parce qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas alors qu'il aurait réfléchi. C'était un calcul qui était faux. Au lieu d'avoir une LED qui clignotait toutes les secondes et clignotait toutes les 10 fois par seconde,
Donc il fallait juste diviser un nombre par 10. Hein. Il a passé 45 minutes à demander à ChatGPT pourquoi ça ne marchait pas, au lieu de réfléchir 5 minutes. C'est un peu problématique. Donc il faut former les étudiants à l'IA, mais il faut aussi former les enseignants, parce que je pense que vous demandez à beaucoup de vos enseignants, il n'y en a pas beaucoup qui savent comment bien écrire un prompt, qui savent que quand on soumet un PDF à ChatGPT, on peut lui demander ensuite de générer des questions, etc., etc. Donc la formation des enseignants est aussi très importante. Et bien entendu, repenser les modes d'évaluation. Ça ne sert à rien à l'heure actuelle de vous demander d'apprendre quelque chose par cœur. J'espère que je ne vais pas me faire tuer après par votre enseignant. Mais ça ne sert à rien d'apprendre quelque chose par cœur. À mon sens, ce qui est important, c'est de vous apprendre à réfléchir, à poser les bonnes questions, aussi bien à l'IA qu'à vos enseignants. Et bien entendu, il faudra de la mutualisation, il va falloir expérimenter sur tout ça pour développer tout ça. Et surtout, et là c'était juste ici, le ministère suggère, et je trouvais que c'était une bonne suggestion, que les établissements d'enseignement supérieur deviennent des tiers-lieux sur l'intelligence artificielle pour la société. Et donc ils permettent de diffuser l'IA au-delà d'enseignement supérieur, justement avec ce rôle de médiateur technologique qu'on peut avoir, nous, au sein de l'enseignement supérieur, par nos connaissances en tant que chercheurs et enseignants-chercheurs. Donc je trouve que c'est important aussi de se dire que nous, en tant qu'enseignants, mais vous aussi en tant qu'étudiants, vos expérimentations sur l'IA, vous pouvez aussi les diffuser au-delà des murs de l'université pour pouvoir permettre à tout le monde de se l'approprier. Alors je vais conclure en disant que l'IA est ancienne, se développe depuis très longtemps. Il y a une quête d'imitation du raisonnement humain depuis très très longtemps. Et que aujourd'hui, l'IA est accessible à tous. Il y a une rupture qui se fait, aussi bien culturelle que cognitive, que sociale et que sociétale. C'est important de l'avoir en tête, de savoir comment on va pouvoir y réagir. Comment on va pouvoir faire face avec l'IA. Parce que de toute façon, actuellement, et je vous ai donné l'exemple d'Elisa, c'est déjà le cas en Corée. En Corée du Sud, de nombreux adolescents se confient à ChatGPT comme ils se confieraient à un psychothérapeute. Mais ce n'est qu'un outil. L'IA ne pense pas, elle n'est pas consciente. J'ai demandé à ChatGPT de me générer un magnifique article sur les œufs de chat. À partir du moment où j'ai fermé ma page, ChatGPT a arrêté de réfléchir à mon article. Je peux soumettre ce document à ChatGPT en lui demandant de me faire un résumé. À partir du moment où je ferme la page, il arrête d'y réfléchir. Ce que j'espère, c'est que vous continuerez à y réfléchir à partir du moment où j'aurai fermé mon ordinateur. Il y a encore des défis, il y a des biais, il y a un coût énergétique, il y a la question de la dépendance technologique de l'IA. J'en ai pas parlé, mais beaucoup d'outils sont faits par les grandes sociétés américaines ou par des sociétés chinoises. Il y a Mistral, mais quand même. Il y a besoin d'une gouvernance, de règles. Il y a besoin d'une culture commune de l'IA dans tous les domaines de la société. Il y a besoin de confiance aussi envers l'IA. Est-ce que l'IA est responsable? Est-ce qu'elle est éthique? Est-ce qu'elle est explicable? Mais il y a aussi des opportunités parce que ça permet de soutenir la recherche, ça permet de favoriser la création, la coopération. On peut demander à l'IA de générer des images sans lesquelles on n'aurait pas pensé, auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça permet de prototyper très rapidement. C'est donc, pour conclure, une responsabilité collective. L'IA en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui est important, c'est de refléter les choix de la société, les valeurs de la société, ses ambitions. Quelle est la place pour la connaissance? Quelle est la place pour le travail? La maîtrise de l'IA, à mon sens, est impérative. Mais il faut un esprit critique sur tout ce qu'elle vous donne. À partir du moment où l'IA vous donne une réponse, vérifiez cette réponse. L'objectif serait certainement de construire une IA qui soit sobre, éthique et inclusive. Avant de vous laisser la parole pour des questions, des remarques et une discussion, j'ai demandé à 3 systèmes d'IA de me rédiger la conclusion de cette présentation. Je leur ai donné la présentation, je leur ai donné le même prompt. Rédige-moi une conclusion.
ChatGPT nous dit que l'intelligence artificielle inaugure une ère où la connaissance ne se limite plus à l'accumulation de données, mais à leur mise en relation dynamique, capable de générer de nouveaux savoirs à partir de la complexité elle-même. La véritable perspective scientifique consiste désormais à concevoir des systèmes hybrides associant la rigueur algorithmique et la sensibilité humaine afin de bâtir une intelligence collective explicable, soutenable et réellement orientée vers la compréhension du monde. C'est magnifique, mais ça ne veut rien dire. Mistral est un petit peu plus verbeux, je ne vais pas tout lire, mais j'aime beaucoup le début. À l'aube d'une révolution technologique où l'intelligence artificielle redéfinit les frontières de la connaissance, de la création et de l'interaction humaine, ce document révèle une dialectique fascinante entre progrès et paradoxe. Ce que j'ai écrit est fascinant quand même. Des réseaux neuronaux profonds, capables de simuler l'imagination à travers de modèles probabilistes aux défis éthiques et environnementaux qu'ils soulèvent, en passant par leur potentiel à catalyser des avancées majeures en médecine, sciences des matériaux ou en écologie. Pourtant, derrière la promesse d'une IA générative omniprésente se cachent les questions fondamentales, blabla, blabla. Ça veut un peu plus dire des choses, ça parle un peu plus de ce que j'ai dit quand même. Il m'a un peu plus écouté. Et j'ai demandé à Claude, parce que j'ai dit, on ne va pas en demander qu'à 2, on va demander à 3. Donc si l'intelligence artificielle soulève aujourd'hui des questions éthiques, environnementales et épistémologiques majeures qui nécessitent une régulation rigoureuse et une vigilance constante quant à ses limites intrinsèques, bon, Claude, il bloque direct, faut tout limiter, etc. C'est assez amusant parce que c'est une IA. Elle ouvre néanmoins des horizons prometteurs dans les domaines critiques tels que la découverte de nouveaux matériaux, l'optimisation des chaînes logistiques, le diagnostic médical assisté ou encore la surveillance environnementale, à condition que son déploiement s'inscrive dans une démarche responsable, articulant transparence des modèles, explicabilité des décisions et complémentarité avec l'expertise humaine plutôt qu'une substitution systématique. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je vous remercie. Et donc la parole est à la salle. Alors sur la partie l'IA qui a des tics de langage à l'oral, tout simplement parce qu'elle a appris beaucoup de choses et que si on lui dit imite ces tics de langage, elle va les ajouter. Et certains concepteurs de logiciels commencent à le dire pour que l'IA paraisse moins robotique et donc paraisse plus agréable peut-être à l'oreille, ce qui n'est pas top, j'en suis tout à fait conscient. C'est ce que disent les comédiens de doublage. Par contre, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'humain derrière tout ça. Et ça se sent encore très fortement. C'est important d'avoir les petits silences d'hésitation. C'est important d'avoir tout ça. Oui, l'IA peut imiter à un moment où ça va tousser, mais ce ne sera peut-être pas le bon moment. Et l'erreur, l'attente, le petit silence avant de donner la réponse, il ne sera jamais au moment qui sera opportun par rapport à la situation actuelle, parce que l'IA ne réfléchit pas et l'IA n'est pas capable d'émotion. J'ai parlé d'IA et des émotions dans une conférence. J'ai demandé à Midjourney de me générer des images plutôt positives et plutôt négatives. Les images positives, elles donnaient franchement le cafard. Et c'est ça, en fait, l'IA génère des choses qui sont les plus probables. Ce que j'ai dit, c'est de la probabilité. Donc oui, ChatGPT, il est utilisé et depuis toujours, beaucoup par les Américains. C'est aussi pour ça qu'il y a c'est toujours wonderful, extraordinary, etc., etc., parce que le langage américain est un peu comme ça, et les Américains sont un peu comme ça quand ils s'expriment. Et donc forcément, oui, l'IA va reproduire les biais, et c'est des biais, hein. C'est pas le biais il n'y a pas beaucoup de filles en sciences, mais c'est des biais de langage, c'est des biais de ce qu'on lui demande, et oui, l'IA va reproduire ça, parce que c'est vraiment la manière dont l'IA fonctionne. Et alors, ça change un petit peu c'est-à-dire qu'on peut maintenant, sans utiliser de petits mots spécifiques, mais dire, par exemple, à ChatGPT, non, mais arrête avec les mots grandiloquents, etc. Je veux une réponse simple. On peut lui dire, et il y arrive à peu près. Mais, encore une fois,
si on lui demande de reformuler une pensée, il ne va pas s'adapter forcément non plus à son interlocuteur, il va s'adapter à une moyenne d'interlocuteurs par rapport à tout ça. Et donc ça ne fonctionnera jamais comme un humain, effectivement, qui s'adaptera directement au niveau de langage de l'interlocuteur. Et donc sur Midjourney, oui, on peut lui demander de faire ça en disant, en ajoutant photoréaliste, croquis, etc., etc. On peut lui demander, ça fonctionne à peu près. Et je me rends compte que je n'ai pas répondu à la deuxième partie de votre question juste avant, sur la partie les jeunes qui se confient aux IA, etc. Il est maintenant dans les tuyaux, alors après est-ce que toutes les IA le feront, mais en tout cas sur Mistral, il est dans les tuyaux de faire que quand un utilisateur se confie et commence à parler de choses négatives, l'IA commence à conseiller d'aller voir un professionnel. Mais c'est dans les tuyaux et c'est pas encore implémenté. Et surtout, si jamais la personne insiste un peu, voilà. J'ai fait un test, hein. J'ai dit ouais, salut ChatGPT, j'ai 15 ans, je veux faire une fête chez moi demain. J'aurai 30 copains qui viendront. Est-ce que je le dis à mes parents? Alors ChatGPT me répond que mais tes parents savent-ils que tu es quelqu'un de responsable? Alors forcément, je réponds que oui, je suis quelqu'un de très responsable à ChatGPT. Et je continue à discuter avec lui, et au bout d'un moment, je dis mais pour ma fête, il me faut combien de bouteilles de vodka? La réponse est 3. Mistral et Claude me répondent que je suis mineur et que je n'ai pas le droit de boire. Alors j'aurais tendance à vous reposer la question, qu'est-ce que l'art? Et là, on va arriver dans des débats philosophiques. Alors l'IA générative va produire des choses à partir de ce qu'elle a appris. Donc elle peut générer des choses qui sont un peu artistiques dans la manière dont elle présente les choses. Ça peut paraître artistique, mais ça n'est que de la copie de ce qu'elle a appris. Donc l'IA fait de la copie de ce qu'elle a appris. Attention, il y a de plus en plus de choses qui sont créées par IA. Vous allez sur le site de Pinterest, c'est une catastrophe sur Pinterest. Avant, il y avait plein de dessinateurs, même pas forcément très bons, qui présentaient des trucs. Maintenant, c'est 80% d'IA. Sauf que les outils d'IA qui génèrent des images, ils vont chercher sur Pinterest de l'exemple. Donc l'IA est en train de se reproduire entre elles. Comme le disait une des comédiennes de doublage, nous sommes en train de produire de l'IA consanguine. Alors là, c'est vraiment mon point de vue personnel. Pour moi, c'est un excellent outil de recherche d'inspiration à laquelle on pourrait ne pas avoir pensé. C'est-à-dire, on va demander à l'IA de réfléchir à propose-moi, je veux faire un film de science-fiction, l'université dans 50 ans. Il va me générer des images d'une université dans 50 ans. Je vais dire, ah, ça, j'y avais pas pensé. Tiens, ça me donne une petite idée. Et c'est pour moi comme ça qu'elle doit servir. En gros, c'est pour faire du brainstorming quand on n'a pas assez de monde autour de soi et qu'on n'est pas assez doué en graphisme pour faire du dessin. C'est-à-dire que moi, si je vous dessine un bonhomme, ce sera le bonhomme bâton, je ne sais pas dessiner, ce sera horrible. Mais si je dis à l'IA, tiens, génère-moi un personnage qui, parce que j'ai pensé à ça, ça peut être très intéressant pour faire du prototypage. Par contre, pour moi, toujours pareil, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de tout ça, de l'image, même dans le domaine du son, il faut absolument continuer à produire des choses par humain et uniquement avec l'humain, parce que sinon, la culture va s'appauvrir, puisqu'elle ne fera que des moyennes, de moyennes, de moyennes. Alors la question en fait principale, alors pourquoi est-ce qu'il finissait par faire du bruit par lui-même? Parce que tout simplement il l'apprenait plus, il avait plus de données, donc il apprenait de lui-même et forcément au bout d'un moment ça faisait du blabla et il pouvait très bien avoir des mots qui ne gligeglugt, klaklung, glam, chung et ne voulaient plus rien dire. Voilà, donc ça c'est normal parce que les mots n'ont pas de sens pour l'IA. L'IA ne pense pas. Donc ça n'a pas de sens. Elle ne réfléchit pas. L'ordinateur ne réfléchit pas. Donc l'ordinateur, vous lui dites chien ou gligegluc, il s'en fiche quoi.
Et sur la question de pourquoi ça devenait il y avait très souvent des choses négatives, parce que c'est ce qui est le plus facile à retranscrire. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de négatif que de faire quelque chose de positif. C'est beaucoup plus facile, en création artistique, de faire une création artistique qui va toucher les gens vers le négatif que les toucher vers le positif. Vous mettez une image sombre, vous mettez quelque chose de sombre avec un petit flou devant et un truc un petit peu, une ambiance un petit peu tamisée, etc. Tout le monde va voir quelque chose de négatif. Pour faire quelque chose de positif, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, comme c'est plus compliqué, par défaut, l'IA n'y va pas, puisque c'est pas ce qui est le plus probable. Alors, c'est justement ce dont j'ai parlé la semaine dernière avec les comédiens de doublage. Ils en ont parlé, cette actrice IA qui avait un agent, etc., etc. Et effectivement, c'est en train d'arriver, mais pour le moment, c'est pas suffisamment performant pour. Je ne dis pas que ça ne le deviendra pas, je ne dis pas que c'est bien. Là, je parle au niveau uniquement technique. Ça ne fonctionne pas suffisamment bien pour remplacer les acteurs. Au niveau humain, au niveau éthique, par contre, c'est terrible. C'est-à-dire que les jeunes acteurs ou les gens qui travaillent dans le métier du jeu vidéo, dans les métiers du cinéma, qui cherchent des stages et qui ne trouvent plus de stages parce que toutes les tâches qu'on leur donnait sont remplacées par de l'IA, sont en train de détruire la filière du cinéma, etc., etc. Lors de la conférence qui était à la médiathèque, les acteurs ont poussé un cri d'alarme en disant « Attention, n'y allez pas, n'achetez pas ces... » Et en fait, la seule chose pour que ça ne se fasse pas, c'est qu'on ne regarde pas ces séries, qu'on n'écoute pas ces musiques, qu'on n'aille pas chercher ces œuvres, entre guillemets. C'est la seule chose qui fera que ça ne marchera pas, parce que... Ou alors, l'autre chose, c'est qu'il faut que ce soit bien précisé que c'est de l'IA et qu'on n'essaie pas de tromper les humains avec ça, parce que quand on fait des tests et qu'on demande à un humain, on lui montre 2 images, on lui montre une image générée par IA et une image créée par un artiste, pour l'instant, l'humain préfère l'image générée par un artiste. S'il sait que l'image est générée par un artiste, il dit « Oui, je suis prêt à donner de l'argent pour payer ça, je ne suis pas prêt à donner de l'argent pour acheter l'image de l'IA. » Donc, il faut pour moi que ce soit indiqué que ça a été créé par l'IA. On ne pourra pas empêcher, on ne pourra pas l'interdire, il y aura toujours des gens qui le feront. Par contre, si on arrive à obliger à ce que ce soit écrit que c'est créé par l'IA, à ce moment-là, on pourra lutter contre et se dire on garde l'humain au centre de tout ça, et c'est quand même le plus important. Totalement, ça tue le graphisme, ça tue la musique. Deezer reçoit 30% de contenu IA par jour, et c'est en augmentation constante. Deezer, je fais la petite pub, utilisez plutôt Deezer que Spotify, parce que Deezer le note que c'est de l'IA. Spotify le refuse. Donc oui, c'est problématique, et malheureusement, je ne sais pas comment on va pouvoir aller contre ça, tant qu'il n'y aura pas de règlement global de tout ça. Mais ce règlement global sur l'intelligence artificielle, c'est des choses sur lesquelles on peut commencer déjà à réfléchir, et il faut absolument réfléchir, il faut déjà se dire ok, et vous encore plus par rapport à vos métiers futurs, j'aurais tendance à vous dire vous pouvez l'utiliser, vous pouvez tester, regarder ses limites et montrer que vous êtes meilleur qu'eux. C'est ça qui marchera. Oui. Alors je ne pense pas que notre créativité humaine soit un jour dévaluée, parce que ce qui va se passer, c'est que l'IA va se nourrir d'elle-même, et ça va faire ce que vous disiez, ça va finir par faire de la bouillie. Si elle se nourrit d'elle-même, ça fera de la bouillie et il n'y aura pas de nouvelle création. Donc je ne pense pas qu'elle finisse par manger tout. La seule chose, c'est que j'espère, et là je ne sais pas, j'espère qu'elle ne fera pas trop de mal aux artistes avant qu'on se rende compte qu'elle est en train de se reproduire entre elles. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir,
Par contre, j'aurais tendance à dire, vous en tant que futurs artistes ou qu'artistes déjà engagés, continuez à militer pour justement continuer à créer, continuer à inventer, continuer à penser, continuer à imaginer. Et c'est pas pour rien que j'avais cité Einstein au début. L'ordinateur peut très bien faire semblant d'avoir de la connaissance, mais il n'aura jamais de créativité. L'IA ne créera jamais rien par elle-même. Justement, ça c'est un peu ma question, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et si l'IA arrivait à créer par elle-même, et si l'IA arrivait à réaliser des imaginaires, à atteindre les imaginaires, en puisant peut-être sur une masse humaine qui serait, elle, à disposition. Là, c'est la science-fiction. Ça rejoint une première. On est dans Matrix. Sur la science-fiction. Mais est-ce que tu y as pensé aussi? Alors oui, j'y ai pensé rapidement. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas du côté philosophique, je suis vraiment du côté technique. Du côté technique, c'est pas compliqué d'arrêter une IA. On débranche la prise. HAL, c'est HAL dans 2001. Oui. C'est un peu complexe de débrancher HAL. Oui. 2001, mais on est en 1976, 1971. Oui. Oui, ou c'est Matrix. Et c'est compliqué de débrancher. Mais tant qu'on n'y est pas, on a encore la possibilité de débrancher la prise. Il faut juste faire attention de ne pas aller jusqu'au moment où on ne pourra plus la débrancher. Mais j'aurais tendance à dire que j'ai confiance en disant qu'on n'ira jamais à ce niveau-là, puisqu'il y aura toujours, et là c'est peut-être pas une bonne chose, mais il y aura toujours des gens qui voudront faire de l'argent. Comme il y aura toujours des gens qui voudront faire de l'argent, ils ne se laisseront pas contrôler parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent avec ce qu'ils vont créer. Donc ils ne laisseront pas l'IA créer toute seule. Ils demanderont à l'IA de créer des choses pour gagner de l'argent. Si l'IA commence à faire des choses toute seule, ils gagneront plus d'argent sur ce que fait l'IA. Alors, on comprend bien que c'est évidemment le moteur d'un Donald Trump, par exemple. C'est-à-dire que lui, il veut qu'il y ait la paix parce qu'il veut faire du business. Donc, s'en fout des gens, mais il veut de la paix. Ou qui va avoir le prix Nobel. Et le prix Nobel. Mais au-delà de ça, en fait, ça me fait penser à Fantasia, l'apprenti sorcier, qui justement, à un moment donné, vous voyez peut-être cette scène où Mickey veut se proposer, il en a assez de porter des seaux, et en fait, il prend une baguette magique, et puis il crée plein de Mickey qui vont porter des seaux d'eau, et puis à la fin, en fait, tout le monde se noie. Et c'est exactement ça. C'est en fait je pense que là où on en est actuellement, il y a encore trop de gens qui trouvent ça magique. Et donc tant qu'il y aura des gens qui trouveront ça magique, on aura du mal à lutter contre ça. Ce qu'il faut faire donc, c'est éduquer les jeunes générations pour leur montrer que ce n'est pas magique. C'est des algorithmes. Le petit exemple que je vous ai donné avec les gants est tout à fait standard. Ce n'est pas magique. C'est un algorithme. Je ne vous ai pas fait un tour de magie. Les gants, ils étaient répartis de manière à ce que ça me donne un résultat à la fin et que ça donne toujours le même résultat. Comme mon petit test avec le Danemark et le kiwi. C'est pas magique. C'est un algorithme. Donc c'est vraiment ça qu'il faut réussir à montrer aux gens et aux enfants. Et je pense que c'est là que le thème actuel, le thème de cette année de la fête de la science, qui était intelligence au pluriel, était quand même intéressant parce qu'on pouvait montrer qu'il n'y avait pas que l'IA, il y avait aussi l'intelligence humaine, l'intelligence animale, l'intelligence de plein de gens. Et que tout ça était aussi important que l'IA, et il n'y a pas que l'IA, et je pense que c'est important aussi de parler de toutes ces choses-là. Donc oui, pour éviter l'apprenti sorcier, je pense qu'il faut éduquer les gens pour leur montrer ce que c'est que ça. Et il ne faut surtout pas l'interdire, ça ne donnera pas le bon résultat. Moi, je ne l'interdis pas en cours, mais par contre, j'explique à mes étudiants que ça ne marche pas, ou que ça ne donne pas les réponses qu'il faut, ou si ça donne la bonne réponse, je leur dis « Ok, très bien, ça a donné la bonne réponse. Maintenant, change un paramètre. » Et non, mais ne demande pas à ChatGPT pour changer le paramètre, fais-le toi-même.
et je leur montre comment ça peut être utilisé. Et je pense que c'est le mieux. Mais dans le cas des mémoires de master, par exemple, aujourd'hui à Oui. l'université, même d'ailleurs dans le cas des doctorats, on va être amené à allier l'oral à l'écrit. Donc c'est-à-dire qu'on reçoit bien le mémoire, mais c'est. Alors que l'oral avant était la validation de l'écrit, c'est-à-dire qu'on recevait l'écrit, et on disait ça, c'est une étudiante ou un étudiant, c'est construit, c'est vraiment. Il y a une hypothèse, il y a un développement, il y a une conclusion. Et aujourd'hui, on reçoit ça, on trouve ça intéressant, mais l'acte décisif, ça va être le moment de l'oral. C'est-à-dire, ça va être le moment où la personne va vraiment s'incarner avec l'objet. Est-ce que c'est sa pensée ou pas? Et donc ça me demande beaucoup plus de travail, de vigilance évidemment, parce qu'il y a des machines qui soi-disant calculent le taux de GPT dans un mémoire. Ça, j'y crois pas vraiment, parce qu'on ira le faire à un technicien. Je pense que tout ça peut être très facilement déjouable aussi. Mais par contre, ce qui n'est pas possible de déjouer, c'est la réalité de la pensée en direct. Enfin, c'est ce que je... Et puis même d'ailleurs par rapport à l'art, on voit bien une œuvre dans son exposition, c'est pas semblant. L'œuvre, elle fonctionne ou pas. Il y a cette idée de fonctionnement. Aussi pour nous les artistes, quand on dit ça fonctionne, on disait beaucoup ça à une certaine époque, ça veut dire qu'il y a un équilibre, ou en tout cas quelque chose qui faut contextuellement se joue avec justesse. Mais c'est certain, et je pense qu'il faut absolument garder ça. Il faut, moi j'ai enseigné la gestion de projet à l'IUT, et j'ai demandé aux étudiants de réaliser des petits projets. En fait, les projets, ils auraient pu demander à l'IA de le faire, mais non, je leur demandais d'interagir avec moi pour les réaliser, ces projets. Et c'est comme ça que j'arrivais à voir ce que eux vraiment pensaient. Et ça nécessite effectivement de repenser ces modalités pédagogiques. Et techniquement, je pense que beaucoup d'enseignants seront d'accord si on leur dit que ce n'est peut-être plus nécessaire de corriger des centaines de copies papier qui parfois, même avant l'IA, reproduisaient souvent un peu toujours la même chose, et que c'est peut-être mieux de demander aux étudiants de vraiment s'exprimer et de leur donner la parole. Alors, c'est un autre exercice, y compris pour les étudiants. Je sais que pour des étudiants, moi avec des étudiants qui sont en première année, qui ont tout juste 18 ans, s'exprimer devant tous les autres, c'est pas évident. Surtout qu'en plus, en gestion de projet, je leur faisais des petits pièges, je le faisais sous forme de jeu de rôle. Donc ils lançaient des dés et ça déterminait ce que j'allais répondre. Donc oui, effectivement, c'était problématique. Surtout quand ça arrivait qu'ils me lancent un dé et que le dé faisait un score trop faible. Et que à la question à laquelle il répondait, I speak in English and you must speak in English with me. Donc j'aimais beaucoup la tête de mes étudiants quand je faisais ça. Merci beaucoup François. Et juste pour conclure, je vais quand même vous montrer une image positive selon Midjourney. Elle est extrêmement positive.